Personne ne peut expliquer comment c'est arrivé là. Un canyon sur le fond marin de l'Atlantique s'étendant sur 500 km, plus grand que le Grand Canyon. On l'appelle le complexe de la fosse de King. C'est très difficile à voir car il repose au fond de l'Atlantique Nord, largement ignoré depuis des millions d'années. Les scientifiques se posaient toujours la même question. Qu'est-ce qui l'a ouvert? Ils n'ont eu absolument aucune réponse satisfaisante pendant longtemps, jusqu'à maintenant. Et la réponse vient avec quelque chose que personne n'attendait. Le même processus se produit en ce moment même ailleurs dans l'Atlantique. Voici ce qui s'est passé. Une bulle de matière chaude a remonté des profondeurs du manteau terrestre et a poussé contre la croûte par le bas. Il n'y a pas eu d'éruption ni de percée. Elle a juste chauffé la roche, la fragilisant sur une vaste zone, la rendant plus mince, plus cassante que tout ce qui l'entoure. Et finalement, les plaques tectoniques se sont écartées. Et les plaques se séparent sur une croûte qui a déjà été fragilisée par le bas. Elles se déchirent différemment, bien plus vite et en ligne droite. On dirait une fermeture éclair qui s'ouvre le long du chemin. Et c'est ce qui a créé la fosse de King. Le fond marin s'est ouvert sur 500 km et a laissé un canyon qui est là depuis lors. Le processus s'est arrêté quand la limite des plaques s'est éloignée de la zone. La fosse de King est devenue un fossile, le vestige de quelque chose qui s'est produit puis s'est terminé. Mais cela se reproduit sous nos yeux. Près des Açores, il y a un rift actif appelé le rift de Terceira. Les scientifiques viennent de confirmer que le même processus est en cours en ce moment. Les plaques s'écartent à une vitesse énorme de seulement quelques millimètres par an. Assez lentement pour ne pas encore le sentir. Assez vite pour le mesurer par GPS sur les îles en temps réel. Il faudra probablement des dizaines de millions d'années pour produire quelque chose de comparable à la fosse de King, mais nous le voyons se produire, ce qui signifie que l'Atlantique n'a pas fini d'évoluer. Une autre structure massive sur son fond marin est en route. Cela se passe lentement et dans un silence presque total et absolument rien ne l'arrête. Depuis des millions d'années, quelque chose se tapit dans les profondeurs de l'océan. Vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher, ni le cartographier au sonar. Et pourtant il retient des espèces entières, là où elles se trouvent. Récemment, des chercheurs ont identifié ces victimes, d'étranges cousins de méduses quasi identiques, sauf pour un détail singulier. L'une parcourt les océans du monde, l'autre reste prisonnière de l'Arctique, incapable de s'échapper. Qu'est-ce qui l'en empêche? Ce n'est ni la glace, ni la terre, ni même la profondeur, mais quelque chose de bien plus étrange. Examinons de plus près ce mystère. Les méduses concernées appartiennent à une sous-espèce au nom aussi complexe que difficile à prononcer, aussi vais-je m'en abstenir. Le voici. Elles vivent à de très grandes profondeurs, entre 1000 et 2000 mètres environ. Si profondément que la lumière du soleil n'y parvient même pas. Ce qui est étrange, c'est que certaines arborent un petit bulbe au sommet de leur corps en forme de parapluie, d'autres non. Cette infime différence détermine entièrement leur destin. Celles avec bulbe voyagent à travers tous les océans. Celles qui en sont dépourvues restent confinées dans l'Arctique, comme condamnées à y demeurer. Pour élucider ce phénomène, le scientifique Javier Montenegro et son équipe ont passé en revue plus de 120 ans de photographies et d'observations de méduses, puis ont ajouté des analyses ADN modernes. Les résultats sont étonnants. Sur le plan génétique, les méduses arctiques, qu'elles présentent un bulbe ou non, sont identiques aux espèces à bulbe de l'Atlantique Ouest. Cependant, en dépit de cette similarité, seules les méduses sans bulbe demeurent piégées au nord. Qu'est-ce qui les retient? Il ne s'agit ni d'un mur sous-marin géant, ni d'une barrière rocheuse. Les scientifiques estiment que cette barrière est d'ordre biologique ou géographique, à l'instar de la ligne Wallace, la frontière invisible de la nature. Imaginez naviguer en Indonésie, de Bali à Lombok. À peine 35 km à franchir, pas de quoi faire une sieste prolongée sur le pont du bateau. Une fois arrivés, les plages semblent identiques, le climat semblable. Les palmiers se balancent tous de la même manière.
Pourtant, en observant la faune, vous pénétrez dans un tout autre univers. Oiseaux, mammifères, même reptiles ne correspondent soudainement plus à ce que vous veniez de voir un peu plus tôt. Cette ligne invisible séparant les deux mondes est précisément la ligne de Wallace. L'histoire débute en 1859. Alfred Russel Wallace, naturaliste britannique, parcourait alors les Indes orientales. En passant d'une île à l'autre, il observa quelque chose d'inexplicable. Sur les îles occidentales, comme Bornéo et Bali, les animaux semblaient typiquement asiatiques. Singes, tigres, pivers, rien d'inhabituel. Mais plus à l'est, la faune paraissait venir directement d'Australie. Marsupiaux, cacatoès, même des cousins des kangourous. Les deux ensembles ne se mélangeaient absolument pas. Wallace comprit qu'une étroite bande d'eau pouvait agir comme une immense frontière biologique. Comment deux îles, assez proches pour se distinguer à l'œil nu, pouvaient-elles abriter une faune si différente? Cette ligne n'est pas une simple curiosité naturelle, mais le produit de puissantes forces géologiques. Entre les îles s'étendent des fosses sous-marines qui n'ont jamais été asséchées, même lorsque les anciens niveaux marins montaient et descendaient. À l'ouest s'étend le plateau de Sunda, une vaste plateforme submergée qui reliait autrefois l'Asie aux îles voisines. C'est pourquoi Bornéo, Sumatra et Java regorgent d'espèces d'origine asiatique. À l'est se trouve le plateau de Saül, qui reliait jadis l'Australie à la Nouvelle-Guinée et permettait la dispersion des espèces australiennes. La ligne de Wallace coupe précisément entre ces deux plateaux. Dans cette région du monde, l'archipel indo-australien, 4 grandes plaques tectoniques entrent en collision. Lorsque les mers montaient, les animaux se retrouvaient isolés sur les îles. Quand les mers redescendaient, certaines espèces parvenaient à traverser, mais en nombre limité. C'est ainsi que deux îles séparées par un simple trajet en bateau ont fini par développer des écosystèmes entièrement distincts. La ligne de Wallace n'est pas une découverte récente. Cette frontière invisible influence les animaux depuis des millions d'années. Au Pléistocène, lorsque les mammouths géants parcouraient la planète et que les océans étaient jusqu'à 120 mètres plus bas, nombre d'îles indonésiennes étaient en réalité reliées entre elles. Tigres et éléphants pouvaient alors passer d'un territoire à l'autre sans jamais toucher l'eau. Mais même lors de ces fortes baisses du niveau marin, l'Asie et l'Australie ne se sont jamais unies. Il subsistait toujours entre elles une bande d'eau très profonde. Cet intervalle aquatique agissait comme un mur infranchissable. Depuis plus de 50 millions d'années, il empêche le mélange des espèces, maintenant la faune asiatique d'un côté et l'étrange faune australienne de l'autre. Cette zone centrale d'îles, coincée entre les deux continents, porte le nom de Wallacea. Seuls les animaux capables de nager, de voler ou de franchir la haute mer ont pu s'y installer. Tous les autres sont restés chez eux, sans aucune exception. Comme vous le voyez, il existe presque toujours une explication logique et scientifique à la plupart des phénomènes terrestres. Peut-être saurait-on en trouver une pour ces méduses prisonnières. Il semblerait que le problème se situe dans la dérive nord-atlantique, un courant chaud issu du Gulf Stream. Les chercheurs ignorent encore pourquoi, mais quelque chose dans cette zone empêche les méduses dépourvues de bulbes de progresser. Une hypothèse avance que les prédateurs au-delà de la dérive seraient trop dangereux pour ces animaux. Une autre suggère que la présence de ce bulbe conférerait un avantage de survie, mais nul ne le sait réellement. Pour l'instant, tout se passe comme devant une frontière invisible. Les méduses à bulbes passent, celles qui en sont privées restent sur place. Du côté pacifique de l'Arctique, nul besoin de barrières mystérieuses. Le détroit de Bering s'en charge déjà. Sa profondeur moyenne n'est que de 50 mètres, bien trop faible pour laisser passer des créatures des grands fonds. Ainsi, ces méduses, avec ou sans bulbe, ne peuvent pas s'échapper vers le sud. Tant que nous parlons de vie animale, intéressons-nous encore aux particularités étonnantes de la faune le long de la ligne de Wallace, car les animaux permettent d'observer cette barrière de façon évidente. Les oiseaux, par exemple, refusent souvent de franchir le moindre espace d'eau libre. Leurs espèces s'arrêtent donc net à la frontière. Les mammifères se montrent encore plus rigoureux. Les chauves-souris peuvent traverser, puisqu'elles volent, mais les grands animaux terrestres n'y sont jamais parvenus. Du côté australien dominant les marsupiaux, tels que les kangourous et les opossums, auxquels s'ajoutent des rongeurs indigènes arrivés plus récemment. Du côté asiatique apparaît une toute autre distribution. Singes, éléphants, tigres, félins, rhinocéros. Certes, quelques exceptions subsistent.
Célèbes, situés au cœur de la séparation, abritent des macaques, des porcs et de petites tarsiers aux grands yeux. Mais dans l'ensemble, la rupture est manifeste. Il suffit de descendre de bateau pour que le monde animal se transforme entièrement. Mais qu'en est-il des plantes? Elles ne suivent pas toujours les règles avec la même rigueur. Les graines peuvent se fixer aux oiseaux, flotter à la surface de l'eau ou être emportées par le vent. Mais même ici, la ligne de Wallace se fait sentir. Prenez les eucalyptus. Ils sont aussi emblématiques de l'Australie que les kangourous, et presque aucune espèce ne parvient à gagner l'Asie. Il n'existe qu'une seule exception, qui est apparue, on ne sait comment, à Célèbes et aux Philippines. C'est là toute la magie de la ligne de Wallace. Deux îles peuvent sembler identiques, même climat, même forêt, parfois assez proches pour être visibles de part et d'autre du détroit, mais leur faune diffère comme le jour et la nuit. Et tout cela tient à une frontière invisible dans la mer, en place depuis des millions d'années. De telles découvertes peuvent paraître modestes, mais elles sont capitales. Elles révèlent qu'il subsiste dans l'océan des limites cachées, que l'humanité ne comprend pas encore. Ces barrières invisibles pourraient expliquer comment les animaux marins se dispersent, évoluent et survivent. Comme le soulignent les chercheurs, observer deux formes corporelles distinctes au sein d'une même famille génétique montre à quel point notre connaissance des méduses et autres organismes gélatineux est limitée. Quant à la ligne Wallace, elle demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus fascinants de la biogéographie. Elle nous rappelle que la vie ne se répartit pas toujours de façon uniforme. Parfois, un simple bras de mer peut faire office de mur infranchissable. Les profondeurs marines recèlent bien plus de mystères que nous ne l'imaginions. Il y a 66 millions d'années, peut-être au mois de septembre, un énorme astéroïde a percuté la Terre, semant le chaos et la dévastation. Les conséquences tragiques de cette collision terrifiante ont entraîné l'extinction des dinosaures. Oui, je veux parler de l'astéroïde de Chicxulub qui a laissé un énorme cratère au Mexique et a changé la vie sur Terre pour toujours. Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas la seule roche cosmique à avoir frappé notre planète à cette époque. Les scientifiques viennent de confirmer l'existence d'un autre astéroïde. Ce deuxième astéroïde n'était pas aussi gros que Chicxulub, mais il a tout de même eu un sacré impact. Il s'est écrasé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonçant dans l'océan et laissant derrière lui un cratère, le cratère Nadir. Et croyez-moi, ses effets sont loin d'avoir été insignifiants. L'impact a été si puissant qu'il a déclenché un véritable tsunami. Ces vagues se sont dressées à plus de 790 mètres de hauteur, soit presque la taille de Burj Khalifa, la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais comment en sommes-nous arrivés à la conclusion qu'il y avait eu un deuxième impact? Wisden Nicholson, de l'université Heriot-Watt, a repéré le cratère Nadir en 2022. Le docteur Nicholson examinait des images à haute résolution du plancher océanique lorsqu'il a remarqué une énorme dépression de 9 km de large, sous près de 305 mètres d'eau. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cratère d'impact d'astéroïdes, mais à l'époque, les preuves dont il disposait n'étaient pas suffisamment solides. Aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un cratère. Un deuxième astéroïde a bel et bien frappé la Terre à l'époque de l'extinction des dinosaures. Voyons maintenant comment ils ont compris cela. Tout d'abord, il y a eu ces images sismiques 3D de très haute résolution. Elles ont permis aux chercheurs de séparer les couches du plancher océanique et d'obtenir une vue parfaitement nette du cratère. C'est un peu comme quand on passe d'une échographie floue à des scans en 3D où tous les détails sont visibles. Leurs conclusions ont confirmé que le cratère avait été créé par un astéroïde d'une largeur comprise entre 457 et 500 mètres. L'impact a été si intense qu'il a produit un pic central, formé des crêtes autour du cratère et même endommagé une zone périphérique de plusieurs milliers de kilomètres. À l'aide de ces images très détaillées, les scientifiques ont réussi à reconstituer ce qui s'est passé juste après que l'astéroïde a heurté la surface de notre planète. Il a d'abord percuté l'océan, créant un premier cratère en forme de cuvette. Au fur et à mesure que l'onde de choc s'est propagée, les fonds marins ont été si violemment secoués qu'il y a eu plusieurs glissements de terrain. Les sédiments meubles entourant le cratère se sont effondrés vers l'intérieur, créant un rebord bien visible. Comme vous le savez déjà, l'impact a également déclenché un tsunami dont la puissance a été telle que les vagues ne se sont pas contentées de s'étendre vers l'extérieur, mais se sont retournées vers le cratère, laissant d'énormes cicatrices sur le fond océanique. Et il ne s'agissait pas d'une seule grande vague. Non, il y en a eu toute une série. Une succession de tsunamis détruisant tout sur leur passage.
Ce deuxième impact d'astéroïde est un événement majeur pour les scientifiques. C'est une occasion rare pour eux d'étudier un cratère d'impact marin dans ses moindres détails. Il n'existe qu'une vingtaine de cratères marins confirmés dans le monde, et aucun d'entre eux n'a été observé avec une telle précision. En outre, ces données permettent aux scientifiques de tester de nouvelles idées sur la formation des cratères en milieu aquatique. Contrairement aux cratères terrestres, les cratères marins sont cachés sous des couches de sédiments, ce qui les rend difficiles à étudier. Mais grâce à cette nouvelle imagerie en 3D, nous pouvons observer le cratère sur toutes ses couches. C'est comme si l'on coupait un gâteau pour voir de quoi il est fait. Le docteur Nicholson et son équipe rêvent maintenant de réaliser des forages dans le cratère afin de prélever des échantillons dans les profondeurs du plancher océanique. Cela leur permettrait de mesurer la pression de choc lors de l'impact et de comprendre ce qui s'est passé dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi la collision. Bien entendu, l'astéroïde de Chicxulub reste la vedette de l'extinction des dinosaures. Ce voyageur de l'espace était gigantesque. Il mesurait entre 10 et 14 km de large. Il a heurté la Terre sous un angle dévastateur, projetant des roches et des gaz vaporisés dans l'atmosphère. Il a provoqué un hiver d'impact qui a duré 15 ans, car tous ces éléments ont bloqué le Soleil et plongé la Terre dans l'obscurité. Le plus intrigant, c'est que certains experts pensent que l'astéroïde Nadir pourrait en fait être un fragment de Chicxulub qui se serait détaché avant que ce dernier ne percute la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie, mais si c'est vrai, cela pourrait signifier que notre planète a été victime d'un impact double en provenance de l'espace. Remontons maintenant dans le temps, jusqu'en 1908 et en Sibérie. Regardez autour de vous, vous ne voyez rien d'autre que des arbres et des rivières. Et soudain, un énorme objet, d'un diamètre de 45 à 90 mètres, traverse l'atmosphère terrestre. Est-ce une comète? Un astéroïde? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cet intrus a explosé dans le ciel de la Tunguska, provoquant l'une des plus puissantes explosions de l'histoire. Il a complètement rasé la forêt en contrebas, abattant 80 millions d'arbres sur une superficie d'environ 2150 km². C'est une superficie supérieure à celle de villes comme Los Angeles ou New York. Les arbres ont été littéralement aplatis et leurs troncs dépouillés de leurs branches. Autour de l'épicentre, ils formaient un étrange motif radial. Et si cette explosion s'était produite au-dessus d'une ville? Tous les bâtiments auraient été détruits et d'innombrables vies auraient été perdues. Heureusement, cette catastrophe s'est produite dans une région très reculée de la Sibérie. Mais le plus effrayant, lorsque les scientifiques sont finalement arrivés dans la région des années plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère d'impact. Il n'est donc pas étonnant que le mystère reste entier. L'explication la plus logique est que lorsque l'objet a explosé dans le ciel, probablement à une distance de 5 à 10 km au-dessus des terres, il s'est désintégré avant de toucher le sol, ce qui n'a pas empêché l'explosion de raser une forêt entière. En 2013, un autre événement époustouflant s'est produit, cette fois au-dessus d'une zone beaucoup plus peuplée, la ville de Tcheliabinsk. C'est par une matinée ordinaire de février qu'un astéroïde d'environ 18 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, illuminant le ciel. Il se déplaçait à une vitesse avoisinant les 70 000 km/h. Il a explosé en plein vol, à environ 29 km au-dessus de la ville. Le spectacle était terrifiant, mais heureusement, l'astéroïde s'est désintégré suffisamment haut dans l'atmosphère et n'a pas touché le sol. S'il l'avait fait, la ville aurait eu de très gros problèmes. En effet, même s'il n'y a pas eu d'impact direct, l'explosion a tout de même créé une onde de choc qui a traversé l'atmosphère et frappé le sol avec suffisamment de force pour briser toutes les vitres. L'explosion a endommagé environ 7200 bâtiments, mais par chance, il n'y a pas eu de victimes directes. Il n'en reste pas moins que cette explosion a été un véritable signal d'alarme. Il ne s'agissait pas d'un événement cosmique lointain comme celui de la Tunguska. Cet astéroïde a explosé au-dessus d'une zone moderne et peuplée, et les dégâts sont bien réels. La bonne nouvelle, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à repérer ces objets avant qu'ils ne s'approchent ni trop près. Les agences spatiales du monde entier, comme la NASA, suivent à la trace les objets géocroiseurs afin de déterminer ceux qui pourraient présenter un risque. Mais comme ces deux événements le montrent, il arrive que des roches spatiales nous surprennent. Et si les chances d'un impact majeur sont faibles, les enjeux demeurent très importants. À l'heure actuelle, la NASA surveille un astéroïde. Il s'agit de Bennu, qui fait à peu près la même taille que l'impacteur Nadir.
Bennu est considéré comme l'un des objets les plus dangereux en orbite proche de la Terre. Selon la NASA, il existe un faible risque qu'il percute la Terre entre les années 2178 et 2290, avec un danger maximal le 24 septembre 2082. Mais ne paniquez pas tout de suite. La probabilité d'un impact n'est que de 1 sur 2700. Cela nous rappelle tout de même que la Terre n'est pas à l'abri d'une catastrophe cosmique.